On va remonter loin. Quand j'avais 6 ans, en 1950, c'était une année sainte, puis j'avais une vieille tante qui avait fait un pèlerinage à Rome et à Jérusalem. Moi, je ne savais pas c'était quoi un pèlerinage. Elle m'a expliqué ça un petit peu, puis ça m'avait bien épaté. Puis quand en 1999, dans l'autre siècle, là, je lisais un texte à l'automne, puis ça disait là-dedans que lors d'une année sainte, il y avait des gens qui allaient faire des pèlerinages, qui faisaient des choses spéciales. Là, je me suis dit, je suis retraité, j'ai bien le temps d'aller faire un pèlerinage. Puis comme ma tante avait fait Rome puis Jérusalem, j'ai dit, il me reste Compostelle. Alors c'est de même que je me suis retrouvé à un moment donné à prendre la décision de faire le chemin de Compostelle. Mais moi, dans ma tête, quand tu faisais Compostelle, tu faisais une belle expérience, puis tu revenais, fermais les livres, on n'en parle plus. Mais je me suis aperçu depuis ce temps-là que c'est bien différent. J'ai eu l'occasion, c'est devenu un projet de retraite pour moi que de m'occuper de Compostelle. Puis, Alors, ça oui. c'est... Je ne voulais pas te surprendre. Non, non. Donc, tu es allé à Compostelle à cause d'une vieille matante, puis Oui. de Monseigneur qui te dit qu'il faut faire de quoi. Oui. Bon. Comment tu t'es retrouvé à la présidence de l'association? Ça fait longtemps que tu étais dans les membres et que tu suivais, puis que tu pistonnais, ou... Je faisais rien de spécial parce que dans une vie antérieure, j'avais été syndicaliste et je faisais le tour du Québec. Ça ne me tentait pas de venir au CA, rien de ça. J'étais bien dans mon coin, en Estrie, comme animateur, ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années en Estrie. Et à un moment donné, en 2006, il y avait des tensions pas mal au niveau du conseil d'administration à l'époque. Chacun faisait valoir son point de vue, puis des fois restait toqué sur son point de vue. Et c'est à ce moment-là, il y avait même des regroupements qui se disaient, ben, on va-tu continuer à faire partie du CA, puis bon, tout ça... La marde était poignée. tout ça m'a amené à dire, ben là, j'ai des talents, puis je devrais les mettre à profit. Mais j'avais déjà animé souvent des réunions syndicales. J'ai dit, je dois être capable d'animer d'autres types de monde. Et j'ai décidé de me présenter à la présidence en 2006. Puis j'ai été élu. Il n'y en avait pas d'autres sur le... Ça ressemble un peu aux élections municipales. Ouais, ouais. Alors j'ai été... élu par exclamation. Et je me disais, je dois être capable, avec une équipe, de leur mettre un petit peu de bonne entente au niveau du conseil d'administration. C'est vrai que j'étais bien assisté parce que les deux Claude que vous avez vus tantôt, ils étaient sur le CA tous les deux. Et Claude Perrault, c'était mon vice-président à l'époque. Puis j'ai été aussi assisté... aidé beaucoup par Serge Malouin, qui était notre secrétaire à cette époque-là. Alors, j'ai fait mes 7 années à la présidence, jusqu'à temps d'être bien tanné. Non, c'est pas ça. Jusqu'à temps de... On parlera de la passation après, Okay. à Ratoureux. OK. Là, comme syndicaliste, étais-tu avec la FTQ ou... Non, c'est pas ces méthodes-là que tu as utilisées. CEQ, qui est devenu CSQ. Ah bon? C'est moins violent que la FTQ. C'est d'autres façons de régler des problèmes à l'interne, oui. Exact, ouais. De quoi es-tu le plus fier de ton règne? Ben, d'une décision qui se travaillait, puis qui a été prise finalement en décembre 2007, je crois, tout de suite après le GR dont Claude Perrault vous a parlé tantôt. Le CA a décidé que le coup d'envoi qui réunissait parfois 200-300 personnes
serait plus d'actualité si on l'amenait dans les régions. Et ça n'a pas été long dans les régions que le nombre de crédentials qu'on a remis à l'occasion d'un coup d'envoi a augmenté assez rapidement. Parce que là, les gens, au lieu de se déplacer vers un de nos regroupements régionaux, il y avait ça directement chez eux. Alors, ça participait beaucoup plus. Ce qui est encore le cas, on a encore des coups d'envoi dans toutes les régions. Et même qu'il y a une des régions, la région de l'Estrie, on en a deux, nous autres, parce qu'on a pensé que ça pouvait être important d'en avoir un plus proche de l'automne. Ordinairement, il se situe, ce coup d'envoi-là, près de la fête de Saint-Jacques, le 25 juillet. Et souvent, il y a des gens de d'autres régions qui viennent participer à ce coup d'envoi, parce que dans leur région, il y en avait un seul, puis il était au printemps, puis il n'était pas encore décidé, eux autres, d'aller. Alors, à ce moment-là, pour eux autres, le fait qu'en Estrie, il y a un autre coup d'envoi, bien, on peut y participer. Alors, si vous cherchez une région pour vous raccrocher, que vous soyez de n'importe où au Québec, vous pouvez aller en Estrie. On vient d'avoir une mise en marché assez spéciale. Alors, merci beaucoup, Gérard. Voilà. Et Joanne, maintenant, va nous parler comment elle a succédé, parce qu'on ne remplace pas Gérard, on succède à Gérard. Alors, comment elle a succédé et dans quelle... circonstances? Oui, dans quelle... C'est juste qu'on reviendra sur ta vie personnelle après. Alors, en 2010, j'ai rejoint le conseil d'administration à titre de secrétaire. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, déjà que je manquais un petit peu d'estime, mais Gérard m'a très bien appuyé, il m'a donné un bon coup de pouce. Donc, durant 3 ans, j'ai été la secrétaire du CA et Gérard annonce en 2012 que l'année 2013 serait qui quitterait. Alors, il n'y avait pas de candidature qui se pointait. Et la veille de l'Assemblée générale, je vais voir Gérard. Je dis, Gérard, tu penses-tu que j'ai ce qu'il faut pour prendre la présidence? Oui, tu es capable, tu as tout ce qu'il faut. Alors, j'ai embarqué dans le bateau, me disant qu'un bateau, pas de capitaine, ça va pas bien. Mais je ne savais carrément pas dans quoi je m'embarquais. Je ne vous cacherai pas que les 2 premières années, le temps de trouver mes repères, de comprendre les petites guéguerres, tout ce qui pouvait se passer à l'interne. Mais ça a commencé comme ça, et de fil en aiguille. Et quelle confidence t'a fait Gérard une fois que tu as eu accepté le poste? Gérard me dit, après que je sois nommée, il dit, tu sais, s'il n'y avait eu personne, j'aurais continué encore 1 an. On voit un peu l'approche syndicaliste, tu sais. On met de la pression un peu, puis après, on dit bon. Mais il était trop tard. OK. Fait on rétropédale maintenant qu'on sait comment tu t'es retrouvé là-dedans. Et comment tu es venu à Compostelle? Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette patente? En fait, au début des années 2000, c'était comme une espèce de projet, mini-projet, avec mon conjoint de l'époque. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire. Alors, j'ai mis Compostelle à quelque part, dans le fond de mon coco. Et en 2006, séparation, thérapie pendant 2 ans, et là, Compostelle, ça a fait pouf. Donc, je dis, OK, Compostelle, pourquoi? Et ce qui me venait en tête, c'était d'aller à la rencontre de l'autre, celui qui est en haut de nous, des autres, et à la rencontre de moi. Donc, mission accomplie. Et, sauf que, je suis partie pour Compostelle en avril 2009 avec des attentes grosses comme le ciel. Est-ce que tu as rencontré en haut et toi-même et tout ça?
Oui, 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 oui. Et en plus, j'ai rencontré, en fait, 2009, ça m'a permis de faire le deuil du décès de ma mère. Ça faisait 40 ans. Donc, j'assumais à ce moment-là le fait que maman n'était plus là. Et je suis revenue de Compostelle. En fait, mon chemin a été difficile, tant physiquement qu'émotivement, que dans ma tête. Et je suis revenue et j'ai dit, jamais plus Compostelle. Fontaine, je ne boirai plus de ton eau, ben, c'est ça. Et l'année d'ensuite, j'ai embarqué sur le CA. Et voilà, ça a été comme ça. Quand on ne veut pas aller à Compostelle, on peut s'organiser pour envoyer les autres à Compostelle. Ouais. Alors, donc, ça s'est passé, olé olé, ton premier tour. À l'association, tu étais reconnue pour être celle un peu qui a mis le Québec sur la map. Comment ça s'est bricolé, ces affaires-là? Alors, en 2015, l'association reçoit une invitation de Santiago pour participer au premier colloque international sur le pèlerinage. Je demande au CA, est-ce que vous pensez, oui, il faut y aller, OK. Donc, je pars avec mon petit bonheur. Mais ça a été le déclencheur. C'est-à-dire que ça a permis à l'association d'entrer en contact avec notre association jumelle anglophone. À l'époque, c'était Austin Cook que je connaissais un petit peu. Je l'ai recroisé là-bas. Des contacts avec anciennement la CIR, qui est maintenant l'Agence française des chemins. Et ça a été comme un déclic. J'ai de plus rencontré à l'époque, il était le président de la Fédération européenne des chemins. Et avec son acolyte du côté de la France, parce que M. Van Aspen était du côté de la Belgique. Et j'ai rencontré aussi le directeur général du tourisme de la province de Namur. Donc, eux m'ont lancé l'invitation d'aller en Belgique à l'automne pour les fêtes de la Wallonie. Alors, mais là, j'ai fait vraiment des rencontres encore plus officielles. Et ça a été le déclic. Je me suis dit, on peut peut-être mettre de l'avant qui on est au Québec et d'aller démontrer en Europe qu'on existe, puis qu'on est une belle association. Alors, de Namur, quel saut tu as fait par la suite? Alors, de Namur, j'avais 10 jours de marche et je me suis dit, chemin de bonheur, de partage et de rencontre. Et ça a été vraiment mon déclic Compostelle. Ces attentes-là ont été comblées au centuple. Et après ça, on a fait projet de réseautage, dont Yves était de la première vague en 2018. Et là, on est allé présenter l'association entre le Puy-en-Velay et Cahors. Et en terminant à Cahors, on a nommé Madi Ducamino ambassadeur de notre association à Cahors. Et en 2019, on a terminé Cahors, Saint-Jean-Pied-de-Port. Et au total, on a dû rencontrer probablement 150 maires et mairesses de municipalités, des associations, des propriétaires de gîtes, pour aller dire qu'est-ce qu'on fait au Québec pour que nos membres soient si bien préparés quand ils arrivent sur le chemin. Et ça, c'est un fait qui est reconnu. Et ensuite, tu as passé en Espagne? Ensuite, en Espagne, en fait, le réseautage s'est fait au Canada. C'est l'ambassadeur d'Espagne qui, la première invitation, ça a été pour l'illumination de la cathédrale en 2021, la cathédrale à Ottawa. Je me voyais mal aller pour l'illumination, je travaillais encore, mais on a gardé vraiment des liens assez tissés. Et en 2023, je reçois l'invitation de l'ambassadeur pour un dîner officiel en tête-à-tête. Et là, je me dis, la petite fille, tu sais, de où est-ce que tu es partie, puis où tu es rendue. Donc, je ne vous cacherai pas que j'avais l'alliance
de mariage de ma mère, j'avais son collier de perles, puis là, je me disais, pince-toi, là, parce que c'est vrai, t'es là. Et ce que je suis pas habituée dans le grand monde, donc je me demandais comment ça va se passer. Mais l'ambassadeur est arrivé dans le grand salon, la main tendue. Je dis, OK, c'est fait. Le contact a été établi. Ça a été vraiment une expérience assez incroyable. Et ça a donné des ailes. Je ne vous cacherai pas que j'ai donné à l'association, mais l'association m'a tellement donné de façon à la prise d'estime, confiance, et donc merci à l'association. Tu n'avais pas appris encore que quand un digne comme ça te présente la main, tu te mets à genoux devant et tu lui baises le doigt. C'est beau, ces honneurs. D'ailleurs, tu as été officiellement reçu de l'ordre, la grande boule noire qui est là. Ce n'est pas un ballon de basket, ce n'est pas... Non, c'est le prix Janine Navarre-Collier, qui est un prix qui a été remis à une association qui s'est démarquée au niveau du développement des chemins. Et c'était un concours qui était international. C'était un concours qui était initié par la France, par la Société française des Amis du chemin de Compostelle. Il n'y a eu aucune association française qui a déposé de candidature. On n'était que des associations internationales. Et ben voilà. Donc, c'est comme pour la présidence, hein, quand il n'y a personne là. Élu par exclamation encore. Qu'est-ce que c'est le fun là, de se promener dans le grand monde comme ça? Pour le pèlerin moyen, ça a donné quoi comme effet concret sur le chemin? Bien, en fait, je ne vous cacherai pas qu'en France, le Québécois pèlerin, s'il mentionne l'association, ben ah oui, l'Association du Québec à Compostelle. On est connu, reconnu, on est jalousé pour la façon dont on prépare nos membres. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et en Espagne, pareillement? Et en Espagne, sûrement. Ça fait partie peut-être de futurs projets de développement. Y a-t-il pas eu quelques pressions pour que le souper se passasse un peu plus tôt que 9 heures le soir, alors que les gîtes ferment à 10 heures? Oui, effectivement, on a Sylvain Leblanc qui m'accompagnait pour ce colloque, le deuxième colloque qui a eu lieu à Carrión de los Condes. Et on était probablement 12-15 associations présentes. Et on nous avait demandé d'apporter des suggestions. Donc, une des suggestions, ça a été d'avancer l'heure des repas pour les pèlerins. Autre suggestion, ça a été de rendre les lieux religieux accessibles et la distance de 100 km entre Sarria et Santiago. On disait, ben, pourquoi ne pas la mettre à 250 km pour tomber dans l'esprit vraiment du chemin? Ce n'est pas en 5 jours que le chemin nous attrape. Donc, et c'est des choses qui se développent tranquillement. Donc, ça prend du temps, mais ça aboutit. OK. Personnellement, tu as dit que ça t'avait apporté beaucoup? Oui. C'est encore vrai? C'est toujours vrai. Je te remercie beaucoup. Ouais. Mais, Va donc. là, je sais que tu veux passer la parole à Yves. Bien, éventuellement, oui. Alors, il y a Yves et moi, on a quelque chose en commun. Pas notre âge. En 2009, je suis du côté de l'Espagne. Un matin, je sors je crois que j'étais à Astorga, puis je boite, puis ça va pas bien. Et là, j'entends en arrière quelqu'un qui me dit « Ouais, ça a l'air souffrant. » C'était Berthe. Donc, Berthe qui est devenue la conjointe de Yves. Alors, je l'ai amenée, j'ai parlé à Berthe du bénévolat à réaliser à l'association.
Et tranquillement, pas vite, ben, ça a donné la création d'un couple. Alors, j'ai une pensée pour Bette. Bon, voilà. Ce qui donne la parole à Yves, ne pleure pas comme ça. Ben, c'était pas prévu, ça. Non, ben, écoute. Alors, Bon, alors, Yves... ben, je vais te dire un mot avant pour la suite, OK? Berthe est décédée. Ouais. Hein, c'est ça. Aurait fallu que je te le dise que cette question-là viendrait. On y va. On y va. Bon. Alors, qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin au départ? La première étincelle qui t'a mis sur cette patente-là? Presque rien. J'étais au Portugal en 2002 et je faisais du tourisme pour 5 semaines à Braga, dans le nord du Portugal. Sur une table de restaurant, il y a une carte géographique sur laquelle apparaît Santiago de Compostela. Ça me rappelait quelque chose. Une collègue qui, au moment de prendre sa retraite, était venue me voir, j'étais directeur des ressources humaines, et m'avait dit « J'ai un projet de retraite, c'est marcher 800 km de la France vers Saint-Jacques-de-Compostelle. » Je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai trouvé bizarre. Parce que, à mes yeux, c'était une femme intelligente quand même. Mais je me suis dit... Pas se fier aux apparences. Non, mais je me suis dit, elle va faire patate. Et puis, ben non, j'avais entendu après qu'elle l'avait réussi. Alors, je suis donc à Braga, je vois ce nom-là, je me dis, ça me rappelle quelque chose. Oui, ça n'allait pas dans ma vie à ce moment-là. Je broyais du noir. Et je suis parti 2 heures d'automobile pour arriver à Compostelle. Donc, je faisais du tourisme. Et puis, j'ai considéré les pèlerins que je voyais, parce que finalement, j'ai passé 3 jours à Compostelle. Et il y avait entre eux et moi tout l'écart qu'il y a entre le bonheur et le malheur. Mais dès le moment où vous percevez que le bonheur est possible, vous commencez à sortir de votre malheur. C'est ce que j'ai compris après coup. Et là, ben, j'ai décidé, je vais me lancer sur ce chemin. Et ça a pris 3 ans avant que j'élabore mon projet parce que j'avais ma propre entreprise, le temps de délaisser les affaires et de mettre tout en ordre. Donc, je partirai du Puy-en-Velay le 14 août 2005. Mais je venais de faire ma première étape. Ma première étape, je l'ai fait à Compostelle en 2002. Ma vie à l'envers, j'ai commencé par l'envers. Alors, on ne passera pas sur tous tes chemins parce que tu en as fait comme 22, je pense. Oui, ça me prend du temps avant de comprendre. Sur à peu près, oui. C'est déjà de penser qu'une personne qui voulait faire 800 km n'était peut-être pas très, très bien organisée du cerveau. C'est bon, ça donne un peu la triste image que tu as de toi. C'est très Alors, ta présence ici n'est pas pour nous raconter ça, tu as déjà fait ça bien des fois, mais en fait de voir sur les 15 ans, à peu près 20 ans que tu as passé à balader sur tous ces chemins-là, il y a eu l'avènement de l'Internet, du téléphone, les signaux de fumée, ça a arrêté. Comment tu as vécu ou comment tu as vu l'évolution du pèlerinage en fonction de l'évolution de la technologie? Tu as parlé tout à l'heure du sac à dos. Oui. C'est très vrai. Mon premier sac à dos vide pesait 2 point quelques kilos. Et puis le Osprey 33 ou 36 que j'ai maintenant, il fait à peu près 900 grammes. Donc, c'est déjà quelque chose. Mon premier sac pesait 12 kilos. Mais il y avait une raison, c'est que le premier chemin que j'ai parcouru, c'était le début d'un voyage de 3 ans autour du monde. Donc là,
j'avais fait l'erreur de penser qu'il fallait que je transporte, y compris sur le chemin de Compostelle, ce qui me serait utile ailleurs. J'aurais dû voyager plus léger pour Compostelle et ensuite acheter en Europe ce qu'il me fallait pour ailleurs. Mais quand même, ça s'est amélioré. Les vêtements se sont améliorés. Et aussi pour le poids, il y a eu un progrès considérable qui est le téléphone portable. Mon premier chemin, j'avais un appareil photo. C'est terminé pour l'appareil photo. Mon premier chemin, j'avais 2 guides. Le guide pour le chemin du Puy-en-Velay, qui était préparé et séparé du guide pour le Camino Frances. Donc, j'avais 2 bouquins. J'avais un calepin de notes, évidemment un crayon. Et de fait, j'ai barbouillé sur ce chemin-là 3 petits calepins de notes, mais quand même, ça fait encore du poids. J'avais une lampe de poche. Donc, vous voyez, et cette merveilleuse, à mon avis, ce merveilleux instrument qu'est le téléphone fait que plus besoin d'appareil photo, plus besoin de lampe de poche, plus besoin de guide, tout ça, c'est à l'intérieur de l'appareil. Donc, ça allège effectivement le poids qui, c'est ce qu'on me disait les premières séances que je suivais avec l'association, que le poids, c'est l'ennemi du pèlerin. Bon, donc, il y a ça. Il ne fallait pas avoir plus que 10 fois, non, pas 10 fois son poids. Ah, le 10 le fameux 10 10 de son poids. Bon. Le premier sac que vous voyez là, c'est le mien dans le temps. Il était comme 5 livres trop de plus. Alors, j'ai essayé d'enlever du stock dedans, ça ne marchait pas, fait que j'engraissais de 5 livres. C'est ça. Pour partir légal, tu sais, pour être... C'est ça. C'est mieux ta stratégie. C'est un phénomène de compensation. Effectivement. Ouais. Exemple, quand pour marcher, tu as une jambe plus courte que l'autre. Pour compenser, l'autre est plus longue. Fait que ça s'équilibre. Tu marches de l'autre côté de la rue, puis on est égal. Alors, oui. Mais si on revient au thème des modifications, il y a aussi que pour l'allègement, c'est développer des transports de bagages. Donc là, il y a beaucoup de transports de bagages sur les chemins fréquentés. Alors là, on allège tellement que on ne porte plus de poids. J'ai noté cette année une tendance et l'ambassadeur du Québec à Compostelle en France me disait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qu'il y a un mouvement des hébergeurs sur le chemin du Puy pour refuser maintenant les valises et les bagages. Donc, ça se pourrait que ce soit les hébergeurs qui remettent, à mon avis, un peu d'ordre dans ça, là, parce que oui, il y a léger, mais il y a aussi le fait de transporter dans ce que ça représente pour notre valeur de simplicité, transporter notre minimum. Faire cet effort minimal pour transporter, alors ça nous amène à réduire, tandis que si, moi je peux faire Compostelle avec 4 valises, pourquoi pas, il y en a, vous savez, qui apportent leur vin, on me disait, il y en a qui apportent leur vin avec eux dans leur bagage. Ah bon? Peut-être qu'ils pourraient apporter leur livre de recettes aussi, ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a une tension à l'heure actuelle sur les chemins fréquentés. Mais en même temps, c'est développé un réseau de chemins au 21e siècle majeur. La plupart des chemins de Compostelle qu'on a à l'heure actuelle sont des créations du 21e siècle. Alors, j'arrive de Angers. C'est 2004 quand à Angers on crée le chemin des Plantagenets. À Lille, ils ont vraiment ouvert en 2008. J'ai été à Clermont-Ferrand la semaine dernière. Eux, c'est 2004 aussi. Le chemin de Genève et le chemin de Cluny par l'association Rhône-Alpes, c'est récent. C'est 15 ans. Je t'arrête sur la multiplication des pains. Oui, mais la chose qui est très importante, c'est que sur ces chemins-là, c'est presque essentiellement construit sur des accueils en famille. Et donc là, on retrouve un élément de la simplicité, c'est qu'on vous accueille à la Fortune du Pot, sans tralala,
c'est pas l'hôtel, c'est la solidarité, etc. Donc là, il y a une évolution donc aussi dans les types d'accueil. Des hébergements sur les chemins fréquentés, vous allez avoir la piscine. Élodie Lemonnier me disait que chez elle, ça arrive qu'au téléphone, la première chose, avez-vous une piscine? Bon. Alors, elle répond qu'elle a de l'eau fraîche, bon, etc. Mais par ailleurs, vous avez l'inverse, qui est un solide développement de chemin où on peut marcher dans un esprit de simplicité et de fraternité. Donc, il y a des choix à faire. Alors moi, j'aimerais ça que tu nous parles justement des avantages et des inconvénients de cette nouvelle petite patente ici qui est tellement légère, mais au niveau de la communication entre les pèlerins, puis entre le pèlerin et le reste du monde. Ben, Jacques, j'ai parlé des avantages par rapport à l'ensemble des objets qu'on avait. L'inconvénient, c'est que parfois, vous vous retrouvez dans un hébergement où la moitié et plus ont le nez dans leur téléphone. Oh, j'ai noté aussi un certain nombre d'augmentations des fractures de l'avant-bras et des poignets. C'est pas une blague. C'est pas une blague. 2 fois, j'ai fait les chemins à rebours, et donc j'ai rencontré beaucoup de monde avec des plâtres. Et je leur arrête et je leur demande aviez-vous le téléphone quand ça s'est produit? On est un peu mal à l'aise. Donc, il y a quelque chose dans ce sens-là. Je vois des gens, ils marchent avec leur téléphone. Alors, moi, ça ne me dérange pas, mais je me dis, c'est un drôle de cinéma, hein? Un drôle de cinéma. Le ticket coûte cher là, pour assister à ce cinéma-là en marchant. Bon. Donc, il y a une problématique qui peut se développer au niveau de la communication. En 68, j'ai fréquenté mon première auberge de jeunesse en Europe. La dernière fois que je suis allé au petit déjeuner, il y avait une personne à l'autre bout qui n'avait pas son téléphone en déjeunant, en prenant le petit déjeuner, et tous les autres. Alors, comment voulez-vous que la communication s'établisse dans ces lieux qui autrefois étaient des lieux de rencontres internationales? Alors, on peut parler à quelqu'un si on connaît son numéro de téléphone à l'autre bout de la table. Oui, mais il reste qu'il y a un effort à faire, mais surtout une mise en garde, je dirais. C'est fort utile, côté positif, mais ça peut être un piège. Et puis, l'autre aspect, c'est est-ce que je décroche? Est-ce que je décroche? Est-ce que j'entre dans mon monde intérieur ou si je continue d'être envahi par les nouvelles quotidiennes? Les nouvelles quotidiennes, vous savez, c'est assez simple. En première page, c'est « ça va mal ». En deuxième page, le gouvernement dit « on a créé une comité ou une commission ». Et en troisième page, l'opposition dit que c'est à cause du gouvernement. Donc, une fois qu'on sait ça, on peut mettre ça de côté et passer à autre chose. Mais le risque, c'est qu'on reste dans cette espèce de drogue de la page 1, page 2, page 3. Et la coupure avec le conjoint, avec la famille, puis le chauffe-eau qui a sauté. Ah, il a sauté, oui? Oui. Ah, je ne savais pas, je ne m'en préoccupais pas. Alors, dans les anciens temps, il fallait trouver un café Internet. Ah oui, ben c'était vraiment amusant. Parce que là, c'était le progrès, hein? Donc, quand j'ai parcouru mon premier chemin, j'avais un blog qu'un de mes fils m'avait créé, parce que je partais comme encore une fois pour 3 ans, et à toutes les semaines, je plaçais un texte. Donc, il fallait trouver un endroit où je peux agir. Alors, il y avait des cafés Internet. Vous vous souvenez-vous de ça? Non, hein, un café Internet, non, oui. Il y avait des cafés Internet. Il y avait aussi dans les mairies et dans les bibliothèques, un ordinateur, des fois, à la disposition des pèlerins. Puis, il y avait des machines où on mettait 1 euro. Ça nous donnait 15 minutes. Ça prenait entre 12 et 13 minutes pour accéder à votre... Il fallait se dépêcher d'en mettre un deuxième. Ceux qui l'ont connu, ça nous fait rire, mais c'est vrai, hein? Etc. Bon, ben, on trouve ça extraordinaire
Moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir comme ça communiquer. C'est incroyable. Mais une fois par semaine, dans mon cas, etc. Bon, alors... Dans tout ça, puisqu'il faut éventuellement arrêter, est-ce que l'esprit du chemin demeure l'esprit du pèlerinage entre le café Internet et le iPhone collé à la main? Ouais. Est-ce que l'esprit du pèlerinage demeure quand même présent? Bon, le chemin, on se comprend bien, le chemin matériel n'a pas d'esprit. L'esprit, il est Dans quelque chacun. part dans chacun de ceux qui marchent. Donc, c'est très personnel pour savoir si l'esprit du chemin demeure. Mais dans le contexte où on parle, je pense qu'on peut relier ça à la tranquillité d'esprit. L'esprit dans le sens de la tranquillité d'esprit. Oui, à mon point de vue, c'est éminemment possible partout où l'on marche. C'est une question de personnel, d'organisation, de gestion mentale, etc. C'est possible, mais c'est plus difficile de faire de la méditation transcendantale dans le métro que le soir avant de se coucher ou le matin de bonne heure en se levant. Donc, il y a une très grande difficulté là où il y a du bruit. Donc, dans ce sens-là, la tranquillité d'esprit, ben, tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs. En votant ailleurs. OK. Ben, merci beaucoup, Yves. Merci, Gérard. Merci beaucoup, Joanne.